très prochainement sur plusieurs thématiques. Donc, sans plus tarder, nous allons accéder directement au contenu qui nous rassemble ce matin, qui d'un constat très amer, euh, qui alarme un peu. Alors, comme je le disais en introduction, l'un des problèmes les plus majeurs est le fait que plusieurs personnes peuvent avoir des compétences selon un domaine, selon une thématique, selon l'expertise qu'ils peuvent avoir ou qu'ils peuvent avoir à construire au fil du temps. Mais en réalité, plein sont de ces personnes-là qui n'arrivent pas à monétiser cette compétence. Pas plus tard qu'il y a environ 6 mois, j'ai rencontré une jeune dame, par exemple, sur Conakry qui me demandait de l'aider à ce qu'elle décroche un stage pendant qu'elle revenait d'un master en Allemagne. Donc, cela veut simplement dire qu'il y a de ces fois, ce n'est pas que seulement la connaissance intrinsèque qu'on gagne à l'université à travers des certifications et autres qui constitue pour nous notre valeur sur le marché. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi cette façon de pouvoir ici se vendre sur le marché, se positionner et aussi pouvoir créer pour ne pas dire attendre des opportunités, mais aussi créer des opportunités et des cadres à travers lesquels notre compétence pourra ici rencontrer, pourquoi pas, un cadre où il pourra être monétisé et être rentable pour nous. Parce que la vérité est qu'on n'apprend pas juste pour apprendre, on apprend parce qu'on voudrait qu'il y ait un retour après par rapport à ce qu'on a comme compétence. Alors, le paradoxe de compétence est que la question est ce que je possède comme compétences. Je possède des compétences, mais est-ce que je sais les valoriser, les transformer en compétences ou opportunités? Alors, dans une première partie, on va déjà décrire ce que c'est le marché. Dans une deuxième partie, on verra comment est-ce que on va choisir d'abord le profil voilà, qui nous animerait à en faire une carrière. Et la troisième partie, on verra quelles sont les soft skills ou quelques compétences ou quelques astuces qu'on pourra faire au quotidien de façon à ce que notre profil ne passe pas inaperçu aux yeux des décideurs, aux yeux des acteurs de l'écosystème, mais pourquoi pas aussi aux yeux de plusieurs autres personnes qui peuvent prendre part et influencer le cours de l'histoire. Donc, beaucoup de professionnels savent faire plusieurs choses. Cependant, ils rencontrent des difficultés à expliquer ce qu'ils apportent réellement, à qui ils s'adressent et pourquoi on devrait les recruter si c'était dans un cadre de recrutement ou un client devrait les choisir s'il était question vraiment d'entrepreneuriat. Donc, vous comprendrez tout simplement que ce webinaire va aller dans deux sens, c'est-à-dire ça va s'adresser un peu d'un côté à ceux qui cherchent à faire une carrière professionnelle, mais aussi à ceux qui cherchent à faire une carrière entrepreneuriale. Donc, voilà les trois premiers problèmes qu'on a constatés sur plusieurs autres personnes, que ce soit des entrepreneurs que nous accompagnons, que ce soit des collègues que nous avons au quotidien ici. Mais cela n'est pas sans conséquence. Il va sans dire que c'est une compétence qui soit invisible, parce que peu importe ce qu'on sait faire, si on n'arrive pas à savoir réellement qu'est-ce que moi je suis en train d'apporter comme un plus à ce qui existe déjà, il va sans dire que c'est une compétence qui dorme. Ou au pire des cas, c'est une compétence qu'on surexploite, mais qu'on monétise peu et qu'on valorise peu. Et donc, le potentiel est sous-exploité parallèlement. Parce que parfois, on ne sait même pas est-ce que la personne sait le faire ou pas. Parce que la personne ne sait pas réellement l'exprimer. Et donc, comme on aime le dire, tant que tu n'arrives pas à exprimer une chose de façon très concrète, c'est que ce n'est pas encore clair pour toi-même. Alors, si quelque chose qui n'est pas clair pour toi-même, comment est-ce que tu crois que une autre personne qui ne pense pas comme toi, qui n'est pas dans ta tête, comment est-ce que cette personne-là pourra en toute sécurité penser à ta place? Alors, première des choses, ce serait bien que nous chassions ce que nous apportons concrètement. Alors, le matin, on se lève, on fait ci, on fait ça, chacun de nous bouge, mais en réalité, la question est la bonne, très bonne question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui pourrait contribuer à quelque chose de concret? Parce que tant que tu n'as pas encore trouvé ta niche, il va sans dire que tu vas trouver difficilement où est-ce que tu vas te positionner. Lorsque je ne sais pas, dans un système, ce que j'apporte à ce système, il va sans dire que ça va être compliqué pour que les décideurs dans ce système-là disent que ah, le profil de Armand ou le profil de Manuela est le profil qui est requis par rapport à telle ou telle situation. Alors, la première des choses, il nous faut
apprendre à savoir déjà qu'est-ce que j'apporte concrètement et qu'est-ce que je suis en train de vraiment construire, que ce soit à long terme, à court terme ou, je ne sais pas, dans un futur lointain, de savoir réellement qu'est-ce que j'apporte de façon concrète. Si aujourd'hui le système s'arrêtait ou si aujourd'hui ce poste-là, je passais d'un poste à un autre, ou si aujourd'hui j'arrêtais, je mettais fin à ce projet, qu'est-ce que je peux dire que je suis en train de construire et que je pourrais en être fier demain? Voilà la question qu'il faudra se poser. Et lorsque cette question-là, on a la réponse, on sait déjà qu'on a déjà quelque chose sur quoi il faut bondir. Ça, c'était pour un premier élément. Alors, pour décrire, comme je l'ai dit dans l'introduction, le système ou l'écosystème dans lequel nous sommes, il va sans dire qu'aujourd'hui, les marchés sont plus ou moins internationaux maintenant. Pour dire que le monde devient un petit village planétaire où chacun sait déjà ce qui se passe dans la vie de l'autre, presque. À moins que vous soyez un peu quelqu'un qui n'est pas réseau et ce qui n'est pas forcément recommandé. Mais la plupart des gens, on reste ici, on sait ce qui se passe de l'autre côté. Et donc, ce qui veut dire que à un moment donné, on standardise les compétences, on standardise les barres, on standardise un peu tout ce qui est comme exigence. Si tu veux avoir les mêmes positionnements ou les mêmes recommandations qu'on pourrait faire à quelqu'un d'autre vis-à-vis de toi, il va sans dire qu'il te faut au minimum euh, grandir en termes de compétences comparativement à quelqu'un qui est, je ne sais pas, en Sud-Afrique là-bas ou aux États-Unis, pourquoi pas. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs postes comme ça, par exemple à Enabel, une agence belge de développement. J'ai rencontré plusieurs personnes là-bas avant que ces personnes-là ne viennent, par exemple, à Enabel. Lorsqu'ils ont postulé, il y avait d'autres personnes qui étaient en Europe qui ont eu à postuler sur le même poste en Guinée ici. Et donc, on les a évalués presque avec les mêmes, comment je vais dire, les mêmes fiches de poste et les mêmes exigences. Donc, ce qui veut dire que il va à un moment donné qu'on se mette dans une posture de penser que lorsque je suis en train de travailler à Kindia ou lorsque je suis en train de travailler à Koya ou à Conakry, il n'y a pas que seulement l'aspect Conakry qu'il faut voir. Il y a aussi l'aspect Guinée et pourquoi pas l'aspect sous-région et l'aspect mondial. Parce que si à un moment donné, je n'arrive pas à me comparer à quelqu'un qui est, je ne sais pas, au Togo, quelqu'un qui est à Kinshasa, il va sans dire que je suis en train de stagner. Alors, la compétition n'est plus locale, pour être bref. Elle est plutôt mondiale. On est en concurrence perpétuelle avec des talents du monde entier qui exigent une adaptation rapide et une ouverture culturelle. Lorsque on a à un moment donné cette façon-là de se sentir familiarisé avec deux, trois ou quatre personnes qui ne sont pas forcément de ton cercle d'amitié, qui ne sont pas de tes cercles de collègues, qui ne sont pas forcément de la même boîte que toi, il va sans dire qu'on développe une certaine façon d'ouverture culturelle et de brassage. Et à un moment donné, il faut le rappeler également que plusieurs sont ces structures les plus sérieuses qui vous demandent comment est-ce que vous vous comportez aujourd'hui face à une situation de multiculturel ou face à une situation où on est appelé à travailler avec plusieurs personnes de plusieurs ethnies, de plusieurs religions ou de plusieurs communautés à la fois. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose qui s'impose et c'est quelque chose qui devient comme si c'était une compétence à développer. Alors, parallèlement de la connaissance intrinsèque qu'on tire des diplômes et des certifications, il faut aussi rappeler que non seulement l'ouverture culturelle est quelque chose qu'il faut développer, mais également il faut être très exigeant et quelqu'un qui sait pivoter très rapidement. Parce que le marché sur lequel nous évoluons aujourd'hui sont des marchés sur lesquels il faut s'adapter. Pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai été appelé par exemple à Conakry par rapport à un projet d'une structure d'accompagnement qui aujourd'hui a constaté plusieurs difficultés sur l'écosystème et qui essaie aujourd'hui de pivoter, histoire de savoir, OK, si le modèle économique de ces SAE, des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, repose sur les programmes d'accompagnement et voilà, quelques services, mais le modèle économique repose sur l'accompagnement. Aujourd'hui, l'accompagnement commence à se raréfier.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pourvu que ces SAE-là qui ont eu à construire quelque chose de solide n'arrivent pas à s'éterniser et pourquoi pas à mourir? Ça reviendra à la même chose que les profils qui y travaillent ou pourquoi pas les profils qui travaillent aujourd'hui dans cet écosystème. À un moment donné, il va falloir que, hormis nos compétences, qu'on chasse se dire, ah, il se passe telle et telle chose de l'autre côté. Alors là, à partir d'ici, il faut essayer de pivoter, il faut essayer de s'adapter par rapport au marché. Et également, l'autre chose que malheureusement, nous n'arrivons pas à développer, je ne sais pas pour les autres pays, mais principalement, par exemple, pour la Guinée aujourd'hui, l'intelligence artificielle se limite que seulement à la partie générative. D'accord? On génère un document Word, on génère, je ne sais pas, une image pour une communication marketing ou une communication digitale tout simplement. Ça se limite qu'à ça. Alors que l'intelligence artificielle commence aujourd'hui à se positionner sur le marché de l'emploi comme étant une compétence à chercher et à développer. Comme si c'était un diplôme universitaire de bac plus 3 ou bac plus 5. Ça commence à s'imposer en fait. Et à un moment donné, lorsqu'il faut demander à quelqu'un d'avoir un profil qui répond au marché et qui aussi peut être une proposition de valeur au-dessus des autres profils, il faut aussi mettre en avant tout ce qui est tendance. Et aujourd'hui, je crois que la tendance la plus incontournable est cette intelligence artificielle que nous devons avoir ici la main là-dessus et commencer à dompter, s'il faut le dire, à maîtriser. Parce que sans plus tarder, par exemple, je crois qu'il y a la Chine qui vient de supprimer plusieurs filières ou pourquoi pas des milliers de filières dans les universités, tout simplement parce que ces filières ne sont plus des filières adaptées à la concurrence actuelle, à la demande du marché et tout ce qui va avec. Et donc, aujourd'hui, avoir un profil stratégique, avoir un profil qui se positionne, il faut aussi maîtriser tout ce qui est intelligence artificielle. Et ça, pourquoi pas aussi parler des compétences transversales, de l'intelligence émotionnelle, le leadership en termes d'adaptabilité, je m'excuse, deviennent des différenciateurs clés face à la technicité pure qui peut être automatisée. En fait, lorsque on dépose un CV quelque part, en réalité, on voit tout ce qu'on a eu à accomplir par le passé. Mais hormis ce CV-là, est-ce que il y a quelque chose qu'on peut tirer du profit de la personne? Est-ce que c'est une personne qui sait se gérer? Est-ce que c'est une personne qui est ouverte? Est-ce que c'est une personne qui est multitâche? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, en se référant sur le marché global, on n'est pas seulement qu'en train de construire un profil que seulement sur une seule et unique chose. À un moment donné, il va falloir que nous chassions dire, je sais m'adapter, je sais plutôt gérer telle et telle situation. Et ça fait que, hormis le profil qui m'amène en tant que, par exemple, responsable marketing, en tant que, je ne sais pas, gestionnaire de projet, hormis cela, voici ce que je sais aussi faire. Et lorsque un profil n'arrive pas à apporter cela à un système qu'il veut construire ou qui est déjà construit, il va sans dire qu'on va préférer un autre profil qui sait aussi se différencier, hormis de son profil universitaire ou d'un profil académique, pourquoi pas, par rapport à cette compétence que cette personne-là a eu à développer. Je ne sais pas si jusqu'ici je me fais comprendre largement ou pas. Et il y a également l'économie des projets, tout ce qui est en lien avec la flexibilité, l'adaptabilité, ce qui prime sur l'économie et qui valorise la capacité à livrer des résultats concrets sur les missions spécifiques plutôt que sur les simples présentismes. Il va sans dire qu'à un moment donné, voilà, qu'on sort du fait que, ah, ce système-là, voilà ce que je fais. En fait, je fais au quotidien la présentation PowerPoint, je fais au quotidien, je sais pas quoi. En réalité, il faut qu'on se mette dans une position de dire, dans cette économie-là ou dans ce système, dans l'économie locale ou l'économie nationale, voilà ce à quoi je suis en train de contribuer. Et cela, je m'adapte au fur et à mesure. Pas que je vienne avec des idées arrêtées pour dire que, écoute, à partir de là, voilà ce qui marche. Et puis voilà. Mais en réalité, il est question d'être flexible, il est question de savoir s'adapter et de dire, voilà ce à quoi je suis en train de contribuer. Parce que parfois, on vient avec des projets qui sont déjà ficelés, bien montés, mais en réalité, c'est le terrain qui commande.
Et ça fait que ceux pour lesquels tu viens, en fait, je veux parler des bénéficiaires, ceux pour lesquels tu veux venir développer le projet ou plutôt le déployer, si ces personnes-là ne se sentent pas dans le projet, il va sans dire que le projet aura du mal à se mettre en place et pourquoi pas avoir les retours que vous voulez en termes d'impact. Alors, à un moment donné, même si, peu importe la position qu'on occupe ou qu'on veut occuper, il faut qu'on se dise que voilà ce à quoi je suis en train de contribuer. Aujourd'hui, je suis en train de donner une formation, mais pas que seulement une formation. Je suis en train de donner une formation à des jeunes étudiants, à des jeunes porteurs de projets, pourvu que ces jeunes-là arrivent à concrétiser leur projet et que ce projet-là puisse pallier tel ou tel problème ou telle situation et cela pourrait contribuer à l'économie en faisant tel. Donc, à un moment donné, il va falloir que nous puissions formuler cela de façon très claire et que la personne à qui on explique ce qu'on sait faire, comment est-ce que cela peut contribuer réellement à l'économie ou pourquoi pas à tout ce qui est développement. Alors, il va sans dire également qu'en troisième partie, on va parler de ce qui est le cycle de la valeur perçue. Comment est-ce que les gens ou le marché, on va dire, voient notre profil? Comment est-ce que lorsqu'on parle de Armand, qu'est-ce qui vient en tête en premier lieu par rapport, que ce soit aux acteurs de l'écosystème, que ce soit aux bénéficiaires, que ce soit aux bailleurs? Dès qu'on emploie le nom telle personne, qu'est-ce qui leur vient en tête en premier? Et ce qui constitue notre valeur qui est perçue par les gens. Et en premier lieu, il va sans dire qu'il nous faut au minimum avoir une compétence à vendre. Ça, c'est la base. Lorsqu'on n'a pas une compétence à vendre, même si, on, je ne sais pas, on a toutes les relations au monde, ça va être très difficile pour ne pas dire impossible de ne pas savoir se positionner par rapport à une opportunité ou pour ne pas avoir à exécuter certaines choses. Donc, il faut au minimum un savoir-faire brut. Ce savoir-faire, il va falloir qu'on chasse. Est-ce que je suis en train de me former? Par exemple, pour Manuela qui est encore en train de se former, ou qui est en train aujourd'hui voilà, d'augmenter en termes de certification et de diplôme, il est très primordial de se demander est-ce que le profil que je cherche aujourd'hui à construire, la carrière que je voudrais faire, est-ce que cet écosystème-là a ce besoin-là en termes de compétences que je suis en train de construire? C'est-à-dire, donnons un exemple, par exemple, pour quelqu'un qui fait, je ne sais pas, de, voilà, de robotique ou quelque chose de comme ça. En Chine, là-bas, en termes de formation, tu reviens en Guinée, par exemple, ou tu reviens, je ne sais pas, de la sous-région, à moins que tu viennes trouver une entreprise déjà dans ce sens, mais ça va être très compliqué que tu t'implantes. Ça, ce n'est qu'un titre, à titre d'exemple. Il y a plein d'autres profils comme ça qui, une fois, on peut les apprendre ailleurs. C'est très passionnant de les apprendre, mais est-ce qu'en réalité, le marché en a besoin? Est-ce qu'en réalité, les profils sortants, le marché a vraiment besoin de ces profils? Donc, la première des choses, pour avoir une valeur perçue, il nous faut d'abord avoir une compétence à vendre. Et pour avoir une compétence à vendre, il faut au minimum avoir le profil en termes de formation, le profil le plus recherché. Et lorsque on a ce profil recherché ou ce métier qui est en demande sur le marché, là, on peut se dire qu'on a quelque chose à vendre. Parce que la première des choses, il faut avoir quelque chose à vendre avant de réclamer une autre chose en retour. En deuxième lieu, toujours sur la valeur perçue, il nous faut également avoir la visibilité. Et cela, c'est de faire une démonstration. Sans visibilité, la compétence, elle est invisible. Et donc, ce qui veut dire que sans visibilité qu'on peut s'attirer, sans les outils qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour commencer à faire comprendre aux gens, écoutez, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de faire telle chose, il va sans dire que même si vous savez la faire plus que tout le monde, je vous assure que les compétences et le profil que vous avez peuvent toujours rester là à stagner pendant que ceux qui connaissent même pas la moitié de ce que vous savez faire sont en train d'avancer. Alors, deuxième des choses, il nous faut créer de la visibilité autour de ce que nous savons faire. Et la troisième des choses, c'est l'opportunité ne naît pas de la rencontre entre la visibilité, l'opportunité naît de la rencontre plutôt entre la visibilité et le besoin. Donc, lorsqu'il faut partir dénicher quelque chose qui, voilà, qui dorme dans un placard, qui dorme dans un compte bancaire de quelqu'un là-bas, et il nous faut d'abord avoir cette visibilité qu'on a eu à construire à travers la compétence qu'on a.
Parce que je vous assure, peu importe le domaine, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en domaine d'insertion professionnelle, les gens ont du mal à enlever de l'argent de leur poche et mettre sur table pour embaucher quelqu'un ou pour mettre de l'argent dans un projet de quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et qu'on n'a pas forcément la preuve que ça marche déjà. Et donc, si on n'a pas la preuve que le projet, c'est déjà quelque chose de scalable, quelque chose qui est réaliste et quelque chose qui peut faire un retour investissement, peu importe les mots que vous employez, ça va stagner. Et ça revient à la même chose que par rapport au profil. Pour une première fois, on a toujours quelqu'un qui nous a employé pour une première fois, qui a quand même fermé les yeux à plusieurs choses pour nous dire, écoute, je te donne l'opportunité là, de savoir ce que tu as fait. Mais en réalité, s'il faut partir sur le marché sans qu'il y ait une relation, je ne sais pas, de connaissance, les gens ont du mal à mettre de l'argent ou à mettre un risque sur le profit de quelqu'un qu'on emploie, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève en termes de visibilité, en termes de compétences, en termes de carrière, en termes de projets dont la personne a déjà réalisé. C'est très compliqué, pour ne pas dire c'est impossible. Donc, pour dire quoi? Que peu importe quel soit le profit, quel soit le projet, il faut qu'on arrive aujourd'hui à apporter de la lumière sur ce que nous faisons et sans pour autant tricher les autres, hein, mais il faut apporter de la lumière sur ce que nous faisons de façon à ce que l'écosystème dans lequel on voudrait évoluer ou qu'on est en train d'évoluer déjà dedans, qu'ils se rendent compte que ah, voilà ce que celui-là il est en train de construire et voilà ce qu'il est en train de faire comme approche, comme méthode et comme valeur perçu qu'on pourra avoir de lui en termes de visibilité qu'on a à travers ses profils un peu partout, que ce soit sur FB, Facebook, je vais dire, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur WhatsApp, un peu partout. Les gens se font une idée de ce que c'est la personnalité de la personne, mais aussi ce que c'est les compétences et aussi les résultats que cette personne cherche en termes d'objectifs. Alors, la dernière des choses, c'est ce qui constituera pour vous la valeur du marché, ce en quoi, lorsqu'on emploie le nom de telle ou telle personne, on se dit tout de suite, ah, telle personne est dans telle chose. Et voilà les résultats, voilà les chiffres que la personne a eu à générer, voilà les résultats que cette personne-là a eu déjà à faire. Et c'est ce qui constitue pour vous, c'est comme si votre carte d'identité par rapport à l'écosystème dans lequel vous évoluez. Aujourd'hui, quand on emploie le nom de Tony Eloumelou, par exemple, ça nous dit quelque chose. Quand on emploie le nom de, je sais pas, Elon Musk, ça nous dit quelque chose. C'est parce que eux, ils ont eu à faire quelque chose qui a été en quelque sorte médiatisé, quelque chose qu'ils ont eu à communiquer là-dessus, quelque chose qu'ils ont cherché à apporter de la lumière. Pourtant, Elon Musk n'est pas le plus intelligent de la Terre. Elon Musk a les mêmes 24 heures que nous autres. Elon Musk a certaines compétences que d'autres ont en même temps que lui. La preuve en est que même nous qui sommes aujourd'hui dans ce webinaire, on a eu à faire un cycle universitaire ou un cycle académique avec certaines personnes, mais qui ne sont pas arrivés aujourd'hui où nous en sommes. C'est pas parce que peut-être on connaît plus qu'eux, mais c'est parce que les approches ne sont pas les mêmes. Alors, pour que l'approche soit de plus en plus encore efficace, il faut au moins autour de notre compétence apporter ce que c'est de la lumière. Je vous assure, personne ne viendra nous grandir tant que nous-mêmes, on n'arrive pas nous-mêmes à nous grandir et à nous créer des opportunités pourvu que le marché continue à voir en nous ce que eux, ils recherchent comme valeur à employer ou ce en quoi il faut investir. Alors, avoir une compétence ne suffit pas. En résumé, si elle n'est pas visible, elle ne génère aucune opportunité. Et sans opportunité, votre valeur de marché est nulle. C'est le paradoxe de la compétence invisible. Alors, pour la première des choses, parce qu'on a parlé de compétences, on a parlé de visibilité, on a également parlé de ce que c'est la valeur perçue par rapport au marché, mais il nous faut aussi se demander comment est-ce que je me découvre, comment est-ce que je sais qu'est-ce que je suis en train d'apporter, comment est-ce que je positionne ce que je sais déjà que je suis en train d'apporter par rapport au marché, comment vous alignez-vous avec ce marché en mutation. Comprendre les nouvelles règles du marché est la première étape, comme on l'a dit à l'entame. Il faut comprendre que le marché, comment est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi la finalité de tout ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les décideurs, les bailleurs, les acteurs, les structures, les institutions, on est tous autour d'une même chose, par exemple. Quand je prends le côté accompagnement des MPME, par exemple, dont je suis dans cet écosystème, par exemple.
Lorsque nous prenons cela, il y a plein d'acteurs, plein de structures et plein de bailleurs qui sont autour d'une seule chose. Alors, la question qu'il faut se demander, qu'est-ce que tous ceux-là sont en train de faire et quel est le résultat qu'on est en train de chercher derrière? Et c'est en ce sens-là qu'on pourrait comprendre quelle est la prochaine étape qui suivra sur le marché. Et à un moment donné, à ces fois, on arrive à s'asseoir, on fait une projection sur le marché, on dit, écoute, à cette allure-là, voilà ce qui va arriver dans 2 ou 3 ans. Voilà ce qui va arriver dans 1 an. Voilà ce qui va arriver dans 10 ans. Voyant l'allure à laquelle les choses sont en train de se passer. Ou voyant plutôt l'allure à laquelle telles ou telles initiatives sont en train de voir jour. Donc, ce qui fait que il faut comprendre le marché sur lequel on veut s'investir, si on ne l'est pas encore. Mais si on veut s'investir sur un marché qui existe déjà et qu'on est déjà dans cet écosystème, il faut à tout moment se positionner, que ce soit dans des groupes WhatsApp, que ce soit dans des foires, que ce soit dans un réseau, peu importe l'outil que vous utilisez, mais la première tâche il nous faut comprendre comment est-ce que notre marché ou comment est-ce que notre écosystème il fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper, pourquoi pas, les prochaines étapes. Un peu comme la méthode PESTEL en étude prospective et de développement. Ça correspond parfaitement à comment est-ce qu'on peut faire de façon à ce qu'on on sent ce qui va advenir de cet écosystème-là dans 2 ou 3 ans. Et c'est en ce sens-là qu'on pourra nous aligner par rapport à ce qui va arriver. Parce que vous allez voir, il y a certaines personnes, pour leur départ de carrière, par exemple, ils sont dans les RH. D'accord? Mais ils se rendent compte que de plus en plus, il y a tellement de systèmes, il y a tellement de plateformes, il y a tellement. Et ça fait qu'aujourd'hui, le métier, par exemple, de RH se raréfie, par exemple. Et donc, pourquoi pas, au lieu de rester là, à attendre tout le temps à être recruté pour être recruteur, pourquoi ne pas chercher à pivoter mon profil par rapport à tel? Par exemple, je vois qu'il y a plusieurs financements qui arrivent, par exemple, sur la Guinée, par rapport au climat. Et moi, je me rends compte que j'ai une licence, par exemple, en RH, et je me rends compte que non seulement mon profil n'est pas trop ça, c'est-à-dire ce n'est pas trop monétisé, et de surcroît, à un moment donné, je sens que la boîte peut s'en passer de mes services. Pourquoi ne pas pivoter? Pourquoi ne pas aller faire un master en gestion de projet? J'en ai vu plein de personnes comme ça, qui ont eu à avoir un profil licence en RH, mais aujourd'hui qui sont partis au Maroc, qui sont partis faire des masters en gestion de projet. Aujourd'hui, ils gèrent des projets au même titre que nous autres. Donc, ça, on ne peut pas le faire, on ne peut pas apporter sur le marché lorsqu'on ne comprend pas nous-mêmes comment est-ce que ce marché, cet écosystème, il fonctionne. Le marché sur lequel on veut se vendre, comment est-ce que ce marché-là, il fonctionne. Quelles sont ses attentes et qu'est-ce que le marché-là, il recherche en réalité. Donc, maintenant, nous devons nous tourner vers l'intérieur. L'alignement est la clé d'une carrière durable et satisfaisante. Pour nous positionner stratégiquement, nous devons d'abord nous connaître nous-mêmes et aussi comprendre le marché sur lequel nous évoluons, comment est-ce que celui-ci, il arrive à changer, à muter et aussi à grandir. Parce que, comme le dit la pyramide de Maslow, les besoins des êtres humains évoluent. Les besoins des êtres humains, ça change. Chaque jour qu'on a atteint un niveau, on veut un autre niveau. Alors, si hier, par exemple, le marché sur lequel on était, la priorité, c'était, par exemple, l'accompagnement des entrepreneurs en entrepreneuriat urbain, aujourd'hui, ça peut être que voilà, c'est tout ce qui est en lien avec l'économie verte ou tout ce qui est en lien avec le réchauffement climatique, la gestion des déchets et tout ce qui va avec. Par exemple, ça peut être quelque chose que nous voyons qu'il y a plus de projets financés en ce sens-là et pourquoi ne pas pivoter? Tout de suite se chercher à se certifier rapidement dans ce contexte-là et allouer ses compétences à ce domaine. Voilà un peu comment est-ce que le profil peut migrer, le profil peut s'adapter et le profil peut pivoter à tout moment. Alors, il faut aussi développer ce que c'est les 3 méthodes ou les 3 soft skills qu'il faut pour construire un cercle de l'expertise. Ça ressemble un peu à ce qu'on appelle en entrepreneuriat le ikigai que les Japonais ont créé. Alors, la première des choses, pour qu'on se dise qu'on a une compétence à offrir et autour duquel il faut chercher une visibilité, il faut que je cherche d'abord ce que je sais faire. Quelles sont mes compétences techniques?
D'accord? Et quelles sont mes compétences transversales? Parfois, je peux avoir le même profil que quelqu'un. On part en concurrence, par exemple, on se rend compte que telle personne a la licence, j'ai la licence, on se rend compte que j'ai un master, il a un master, j'ai quoi, 10 années d'expérience, il a 10 années d'expérience. On se rend compte que il est marié, l'autre est marié, mais en réalité, qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Voilà ce pourquoi il faut pousser de plus encore le bouchon. Cela revient à dire qu'il faut encore être de plus en plus exigeant envers nous, de se dire que à chaque fois, ça suffit pas. Il faut encore aller au-delà parce que le marché est très saturé, parce qu'il y a plus de demandeurs d'emploi, plus de demandeurs d'être soutenus que ceux qui créent les opportunités entre eux et qui se soutiennent mutuellement. Alors, il nous faut nous demander qu'est-ce que je sais faire techniquement, qu'est-ce que je sais faire de façon à ce que quand on me met en concurrence avec quelqu'un d'autre, je peux me dire que si je peux ne pas être le meilleur que lui, mais franchement, parmi les meilleurs, je peux être compté dans ce domaine-là. Alors, il nous faut nous découvrir dans ce sens. Savoir ce qu'on sait apporter. Pas forcément ce que les gens voudraient que je fasse, pas ce que les gens voudraient forcément que je réponde au nom de tel ou tel, mais en réalité, ce que moi, je sais faire réellement. Lorsqu'on me prend aujourd'hui en tant qu'un jeune sortant, étudiant diplômé, ou je ne sais pas, avec 2 ans, 1 année d'expérience, on me met dans un bureau, on me donne un ordinateur, dans un secteur quelconque, qu'est-ce que je peux apporter? Voilà la question qu'il faut nous poser. À cette entreprise que papa a léguée à telle personne ou papa a laissé derrière lui, qu'est-ce que je sais apporter aujourd'hui de façon à ce que l'entreprise la double encore ou triple, pourquoi pas, son chiffre d'affaires. Lorsque aujourd'hui, je rencontre un des ministres du gouvernement là-bas, avec lequel je me suis connu beaucoup d'années avant qu'il soit ministre aujourd'hui, et que je demande aujourd'hui à ce qu'il y ait une opportunité pour moi, je dois me demander également qu'est-ce que je sais faire et que je dois lui proposer et qu'en retour, il doit m'aider à monétiser. Lorsqu'on n'a pas une compétence à apporter sur le marché, il est très compliqué de pouvoir se positionner. Et pour apporter une compétence, il faut savoir au minimum ce que tu sais faire. Et parallèlement, il faut aussi savoir ce qui t'anime. Je vous assure, il n'y a pas plus pénible que d'accomplir au quotidien un travail que tu n'aimes pas. Que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en monde professionnel. Lorsque un travail ne te passionne pas, je vous assure, tu trouveras tous les moyens pour ne pas te sentir épanoui. Et ne pas se sentir épanoui déjà, c'est comme si on mourait à petit feu ou qu'on mettait lentement sa carrière, disons, sa carrière meurt à petit feu. Donc, il nous faut aussi trouver ce qui nous passionne. J'aime ça, mais voilà ce qui marche. J'aime si, voilà c'est à quoi on s'attend. Donc, il faut à un moment donné qu'on chasse qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui m'anime. J'aime par exemple tout ce qui est pilote d'avion. Alors, pourquoi ne pas aller faire des études qui sont en lien avec ça et que je vends ce profil de pilote d'avion? Parce que c'est ce qui m'anime. Lorsque un travail nous passionne, est-ce qu'un travail nous anime, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, on reste toujours focus sur le résultat qu'on s'est dit, parce qu'on aime la chose. On n'arrive même pas à expliquer pourquoi est-ce qu'on aime la chose. Parce qu'on y voit notre intérêt profond et notre valeur fondamentale réside à la chose. Et c'est ce qui donne de l'énergie au quotidien. Parce qu'il n'y a aucune importance à ce que nous nous positionnons et que nous ayons une opportunité qu'au fil des ans, on n'arrive pas à exploiter. On n'arrive pas à monétiser, on n'arrive pas à avoir un résultat et un impact à vendre. Donc, mieux vaut nous positionner sur ce que nous savons faire, mais aussi ce qui nous anime. Et ce qui a de la valeur, c'est pourquoi les gens ils pourront payer pour avoir cette compétence-là. Je sais former, alors j'aime former parce que j'aime voir le changement que cela opère sur la vie des gens, cela opère sur les projets des gens. Alors, je peux le vendre sur le marché de façon à ce que ceux qui en ont besoin, ils puissent venir vers moi ou que moi, je puisse venir vers eux et qu'on échange, c'est-à-dire ils monétisent la compétence de formateur que j'ai et qu'eux aussi ils gagnent en retour ce qu'ils cherchent comme compétence ou ce qu'ils cherchent comme expertise à formuler. Cela revient effectivement au marché sur lequel aussi on veut se lancer. Lorsqu'on voudrait qu'une entreprise nous embauche ou lorsqu'on voudrait que nous ayons une opportunité, je ne sais pas, dans un ministère, lors d'un pitch ou peu importe, il nous faut savoir au minimum c'est quoi le besoin réel de ceux vers lesquels je suis en train de partir. Si moi, mon besoin est en industrie créative et culturelle,
je me dis que j'ai peu d'importance à rencontrer ceux qui sont dans, par exemple, la gestion de déchets solides. Parce que tout simplement, nous n'avons pas forcément les objectifs qui s'entrecoupent. À moins que ce soit autour d'une activité qui prend plusieurs composantes dans ce sens. Mais sinon, je dois me diriger vers des personnes qui ont le besoin de ce que moi je propose. Parce que ça n'a aucune importance de cumuler plusieurs certificats, ça n'a aucune importance de cumuler plusieurs diplômes si on ne sait pas comment est-ce que je peux transformer ces diplômes et ces connaissances-là en argent. Ça n'a aucune importance. Et pour que ça ait de l'importance, il faut que j'amène ces compétences et ces certifications-là vers ceux qui sont en train de rechercher cette compétence-là. Est-ce que jusqu'ici, vous me recevez? Allô? Si vous me Oui, recevez, Bien n'hésitez sûr, pas restaurant, à bien sûr, au dire. restaurant, au restaurant. bien sûr. D'accord, ça marche. Vous voyez toujours mon écran? Oui, bien sûr. Top. Merci. Alors, pour conclure, pour avoir un cercle d'expertise, il nous faut identifier au minimum ces trois volets. Ce que je sais faire et que je peux apporter sur le marché, ce qui m'anime réellement en termes de passion, en termes de ce que j'aime faire. Et cela s'entrecoupe également, comme je l'ai dit, avec la pyramide de Maslow, qui dit qu'il y a un des escaliers de la pyramide qui dit qu'il y a de ces compétences ou il y a de ces travaux que nous faisons parce que tout simplement, on aimerait s'accomplir. Parce que tout simplement, on aimerait à ce que cette compétence-là, puisqu'on l'a cherchée, on l'aime tellement qu'on voudrait la mettre à disposition. Et ce qui fait qu'on aimerait franchement que les gens en profitent parce qu'on sait faire et on aime le faire. Voilà ce pourquoi le cercle d'expertise devrait reposer sur ces trois volets. Ce que je sais faire, ce qui m'anime, parce que ce qui va me donner plus d'énergie chaque jour à ce que je puisse m'élever et que je puisse continuer davantage, peu importe les circonstances. Mais réellement, il ne faudrait pas que je fasse seulement ce que je sais faire, ce que j'aime, si les gens n'ont aucun intérêt derrière la chose. Alors, il faut également que les gens aient de l'intérêt à payer ce pourquoi je suis en train de me battre. Alors, si je me retrouve aujourd'hui avec un Armand, avec un Manuela qui a les mêmes compétences, les mêmes passions que moi, il va sans dire qu'il me faut aussi me démarquer. Il me faut aussi créer une proposition de valeur, comme on aime le dire, sur les projets en entrepreneuriat. Il me faut créer ce que c'est la différence, ce que c'est que j'ai en termes de compétences ou ce que j'ai en termes de, je ne sais pas, qui soit inné à moi ou que ce soit quelque chose que j'ai acquis, mais que ce soit quelque chose qui n'est pas facilement copiable, quelque chose qui me rend unique. Et ce qui constitue pour moi la proposition de valeur unique en termes de compétences que je pourrais mettre sur le marché. En fait, cela peut être l'action, cela peut être aussi la cible, mais aussi l'avantage que cela crée sur cette cible-là. Plusieurs personnes sont aujourd'hui en train de dire, écoutez, je suis Moussa Souma, je suis formateur. D'accord? J'ai tel diplôme, telle expérience, telle. Mais en réalité, aujourd'hui, le marché ne cherche pas à savoir réellement quels sont les diplômes que vous avez eu à emmagasiner. À moins que ce soit dans un sens où on est en train de vous employer. Mais lorsqu'il est question de se présenter, par exemple, à quelqu'un et qu'on voudrait franchement collaborer avec cette personne, on s'en fout parfois de savoir combien de diplômes que tu as. On s'intéresse sur ce que tu sais faire. Et très malheureusement, l'écosystème sous-régional francophone dans lequel nous on se situe aujourd'hui met plus de la valeur sur les diplômes que sur la compétence. Alors que sur les anglophones, par exemple, on se demande est-ce que tu sais le faire? Pas est-ce que tu as passé beaucoup de diplômes à savoir le faire. Si tu as l'expertise, mon frère, on te met à la tâche. Si tu sais le faire, alors fais-le, on verra. Et contrairement chez nous, on a plusieurs fois eu la tendance à employer les gens rien que sur les papiers. Ah, il a passé telle certification à Dakar, après ça au Maroc, et de là, il est parti en Afrique du Sud, et ensuite il est parti à Harvard. En réalité, ce ne sont même pas les diplômes ou les universités qui constituent pour nous notre valeur de proposition de valeur unique. C'est vrai qu'il y a de ces fois, ça passe, hein, il y a de ces fois, rien que ça impressionne. Mais en réalité, hormis ce diplôme-là, qu'est-ce que tu sais réellement faire et que tu sais que les autres ne savent pas faire? Voilà la question qu'il faut se poser. Même si je suis sortant de mon petit village là-bas, il y a une université dans ma préfecture, dans mon district là-bas.
Si de là-bas, je peux avoir les compétences que quelqu'un qui est au Sénégal, quelqu'un qui est au Mali, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est au Maroc ne peut ne pas avoir, je vous assure, à un moment donné, on aura tendance à oublier d'où je sors. On aura plus tendance à avoir, à penser qu'est-ce qu'il est en train de faire et qui constitue pour nous une valeur ajoutée, qui constitue pour nous une rentrée d'argent. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, on ne va pas se voiler la face, on est en train de construire un système qui nous permettra d'avoir de l'argent. Que tu sois dans l'entrepreneuriat, que tu sois dans le monde professionnel, on cherche chacun de nous à avoir de l'argent. Et si il faut apprendre quelque chose qui ne se monétise pas, s'il faut chercher quelque chose qui ne se monétise pas, il va sans dire que c'est quelque chose qui, voilà, qui aura peu de valeur ajoutée aux yeux des gens. Alors, la première des choses, il faut mettre il faut mettre en avant l'action, ce que vous faites aujourd'hui. Peu importe le métier, comme on aime le dire, il n'y a pas un sous-métier, il n'y a pas une sous-expertise. Ce que vous savez faire, les services que vous proposez, c'est la manière de le faire. C'est l'expertise qu'il faut apporter, mais aussi c'est le professionnalisme qui est derrière qui importe les gens. Pas plus tard que hier, par exemple, l'arachide que nos mamans font en bordure de route, elles grillent et puis elles mettent dans des petits sachets, elles revendent. On a retrouvé ces mêmes arachides dans des petits supérettes. Des petits supérettes qui sont bien conditionnés, dans des petits... Vraiment, il fallait voir le packaging. Mais le prix n'était pas là. Le prix n'était pas le même du tout. Si quelque part là-bas, on les revend à 5 euros, de l'autre côté, c'est franchement moins cher que cela. Ça n'atteint même pas, je ne sais pas quoi, ça n'atteint même pas 25 CFA pour dire 500 francs guinéens. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de ces fois, ce n'est pas forcément ce que l'on sait qu'on a de même façon que les autres qui importent, mais c'est la façon qu'on le fait. Alors, peu importe le métier que vous avez, peu importe le profil que vous avez, peu importe l'expertise que vous avez, il faut savoir à un moment donné ce que je suis en train de proposer comme action, ça contribue à quoi et pour qui. Alors, si on a la cible concrètement de savoir pour qui je suis en train de faire telle ou telle chose, pour qui je suis en train de contribuer, cela va aider telle ou telle personne à faire telle chose. Je vous assure que déjà, on a une bonne base de savoir que à partir de là, le marché pourra comprendre ce que je suis en train de faire et je pourrai facilement expliquer parce que je sais pour qui je suis en train de travailler. Et c'est effectivement ce qui pourrait nous rendre de façon plus ou moins différenciante des autres. Il y a de ces fois, la proposition de valeur unique, pour ne pas dire que, s'il me dit que moi qui suis diplômé au Sénégal ou, je ne sais pas, au Maroc, j'ai la même proposition de valeur que celui qui est en Guinée, je ne suis pas en train de dire cela. Il y a de ces fois, le diplôme peut être une différence. Parce que les exigences de formation peuvent ne pas être les mêmes, les commodités ne peuvent ne pas être les mêmes, les systèmes ne peuvent ne pas être les mêmes. Mais je suis en train de dire quoi? Que même si vous avez un diplôme, le diplôme, parfois, on ne le mettra que sur un CV. Le diplôme ne t'accompagnera pas dans tes tâches chaque jour. Le diplôme, c'est quelque chose qui certifie que le système te reconnaisse que tu as telle compétence. Mais ça ne signifie pas qu'on a la certitude forcément que tu as telle compétence. Et comme je l'ai dit à l'entame, la preuve en est qu'il y a de ces gens, on se retrouve dans une même classe, il y en a des premiers et il y en a des derniers. Dans une même classe, on a reçu pourtant les mêmes cours, les mêmes professeurs, le même système, la même école ou la même université, mais on retrouve quand même un premier de la classe et un dernier de la classe. Ce qui veut dire que, il y a ces fois, ce n'est pas forcément parce qu'on reconnaît que tu es à tel niveau qu'on a forcément la certitude que tu sais le faire. Alors, il faudra mettre de l'action sur ce qu'on a à apporter et qu'on se dise, écoute, parmi toutes ces cibles-là, ou parmi tous ceux qui sont en train de chercher tel ou tel, moi, voilà ceux pour lesquels je suis en train de travailler. Voilà ceux pour lesquels je voudrais aujourd'hui apporter un plus. Et si on a cette cible-là, que ce soit en termes d'entreprise, que ce soit en termes de clients, que ce soit en termes de recruteurs, il va sans dire qu'on sait à partir de là ce que c'est la recherche et on se positionne en fonction de cela. Et c'est seulement ça qui nous tirera de ce que c'est la déperdition, c'est-à-dire le fait d'être dans plusieurs et une choses à la fois, mais d'être focus sur une seule et unique chose. Parce que l'une des choses aussi qu'il faut remarquer sur l'écosystème dans lequel nous évoluons aujourd'hui, peu importe le domaine, il va sans dire qu'on a tendance parfois à chercher une expertise que de chercher une généralité. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît tout, mais qui ne connaît rien en réalité. Contrairement à quelqu'un qui s'est formé, qui s'est franchement certifié, qui a cherché à avoir de l'expérience dans un domaine très spécifique, cette personne-là arrive franchement à se démarquer très rapidement par rapport à telle et telle autre personne, qui sont de plus en plus généralistes. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est très paradoxe de le constater aujourd'hui que notre système éducatif, encore une fois de plus, je le répète,
est franchement à réviser parce qu'on a plusieurs profils sur le marché qui n'ont aucun lien avec ce que le marché recherche, qui n'ont aucun lien avec quelque chose qu'on peut actionner en fait. Il y a ces connaissances qu'on a apprises, ça reste que dans les livres, ça reste que dans les brochures, mais en réalité, on n'arrive pas à concrétiser ces actions, on n'arrive pas à concrétiser cette compétence et par conséquent, on n'arrivera pas à les monétiser. Alors, pour avoir même une proposition de valeur unique en termes de compétences, en termes de profil sur le marché, il va sans dire qu'il nous faut d'abord, en amont, avoir un profil que le marché recherche, de façon à ce que nous chassions, pour qui nous travaillons et ce qu'on les apporte comme différence. Voilà ce qui constitue pour nous notre valeur intrinsèque. Peut-être que je vais donner à Armand euh, le micro, le temps pour nous de savoir, est-ce que si on a au moins eu à comprendre un tout petit peu la démarche, est-ce que chacun d'entre nous pourra au minimum formuler, même en une phrase, ce que la personne là apporte aujourd'hui en termes de valeur, de proportion de valeur unique, ce qui te rend unique en ton genre, ce qui te rend unique dans ton métier ou dans ton expertise que tu apportes sur le marché. Voilà un exemple. Par exemple, on dit j'aide les startups tech à résoudre leurs problématiques de recrutement et de rétention grâce à mon expérience en RH agile, afin qu'ils puissent scaler rapidement sans perdre leurs ADN. Voilà quelque chose que quand tu dis à quelqu'un qui est dans un système, qui est dans un écosystème, qui est dans le même domaine que toi, la personne se reconnaît très rapidement dans ce que tu fais. Alors, il est très important pour nous qui sommes dans ce webinaire aujourd'hui de formuler aussi notre proposition de valeur, de savoir dire à quelqu'un concrètement ce que je sais apporter. Et c'est là, pour le faire, peut-être vous pouvez construire à travers un public cible qu'il faut reconnaître dans la proposition. Le problème ou la problématique, formuler sa proposition, au moins on sait maintenant sur le marché, peu importe la personne qui est devant nous, un employeur, un bailleur, un partenaire, B2B, je ne sais pas, une institution, on sait au moins concrètement comment le dire. Les gens n'ont pas le temps, je vous assure. Les gens manquent de temps dans ce pays. Même sur Internet, vous allez voir, même que ce soit une publicité, si vous ne faites pas en fraction de seconde, les gens n'ont pas le temps, ils scrollent. C'est comme si on avait quelque chose d'autre à chercher ailleurs qu'on n'a pas forcément en présence. Chacun de nous est très d'être attiré par ce qui est ailleurs, alors qu'on devrait profiter de ce qui est du présent. Alors, le minimum pour nous est que nous puissions euh, nous correctement présenter ce que nous faisons et plus attirer voilà, des opportunités sur nous. Alors, choisir sa trajectoire professionnelle aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est très important. Avant de s'embarquer en termes de compétences, avant d'autres choses, il faut savoir au minimum ce que je suis en train de faire. Est-ce que je suis en train de me spécialiser ou bien je suis en train de me généraliser? Et c'est en ce sens seulement, lorsque tu sais que là, je suis en train de faire plusieurs choses à la fois, mais en réalité, je suis en train de rien faire en réalité, il faut tout de suite pivoter. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir besoin de l'expertise que d'avoir besoin d'un généraliste. Mais le hic aussi est que les spécialistes ont parfois tendance à être isolés. Il y a ces opportunités qui viennent et que ces spécialistes-là savent qu'à un moment donné, franchement, ça, je peux le faire. Cette opportunité, je peux l'embrasser et je peux m'exécuter. Mais en réalité, on a tellement collé l'expertise de, je ne sais pas, expert climat ou expert entrepreneur féminin à quelqu'un que à un moment donné, quand on envoie entrepreneuriat et innovation, on a du mal à le dire qu'il est bon. Donc, à un moment donné, aujourd'hui où nous situons, la compétence en termes de spécialité commence aussi à montrer ses limites, en ce sens que nous nous sentons parfois très marginalisés, s'il faut le dire entre guillemets. Parce que l'expertise a été tellement pointue qu'on se demande est-ce que la personne sait faire autre chose. Si quelqu'un n'a évolué que seulement dans les banques et en termes de comptabilité et autres, parfois on se demande est-ce qu'en termes d'entrepreneuriat, la personne là, je peux lui confier tel projet. Voyez-vous. Donc c'est très important de faire aussi un profil en termes d'expertise, mais n'hésitez pas également de penser que n'est pas être expert en un domaine vous met dans une position d'être on se demande où on va le mettre. Mais aussi être trop focus sur un seul et seulement un seul domaine en termes de compétences à mobiliser, ça fera qu'à la longue aussi, vous allez vous sentir très isolé par rapport aux opportunités qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose qu'il faut aussi mettre en avant est que nous devons avoir le profil le plus recherché, en ce sens que nous devons avoir une profondeur dans une compétence centrale. C'est ça qui constitue pour nous la barre verticale. Je m'explique. Lorsque je prends par exemple, je n'ai pas retenu vos noms,
ça m'est pas trop familier, je m'excuse. Mais par exemple, quand je prends Armand et que je me dise, par exemple, il est diplômé en marketing digital. Ça constitue pour nous la barre verticale autour de laquelle je sais que lui, dans tel ou tel domaine, je sais que tout ce qui est en lien avec la communication ou le marketing, je sais que la personne pourra s'en sortir. D'accord? Mais au-delà de cela, Armand peut ne pas être que seulement un responsable communication. Armand peut être d'abord un community manager, au-dessus de cela, un assistant communication, en dessous de cela, être maintenant responsable communication. Et parallèlement, il y a aussi, toujours dans la communication marketing, il y a aussi ce qui c'est la création de contenu. Tout cela est associé au profil de celui qui est marketeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à faire la part des choses entre celui qui est community manager, celui qui est créateur de contenu et celui qui est aussi responsable communication. On arrive à faire la différence entre les choses. C'est vrai. Mais certaines choses, je vous assure, vont nous tomber dessus en ce sens. Je vous donne un exemple. Très récemment, il y a une institution qui m'a contacté pour gérer pour eux une communication sur une période de 4 ans. Le hic était quoi? Je suis chargé de communication, mais je ne suis pas un créateur de contenu. Alors que cette institution-là avait besoin de quelqu'un qui allait faire, non seulement en tant que responsable communication, pouvoir gérer la création des contenus, pouvoir gérer tout ce qui est sortie terrain, les interviews, tout ce qui va dans le sens, même être designer parfois. On l'a eu en entretien. Et ça fait que si tu n'as pas au moins la main dans plusieurs choses qui tourne autour de ta part verticale, à un moment donné, tu te sens parfois, je suis franchement spécialisé dans ce domaine, mais en réalité, les opportunités qui viennent, je n'arrive pas à les embrasser. Et ce n'est pas parce que parfois tu n'es pas bon ou parce que parfois ton expérience n'est pas forcément requise, mais c'est juste parce qu'il y a ces soft skills-là qui te manquent et qui fait que normalement, on devrait t'appeler responsable communication, mais en réalité, on ne peut pas t'employer en tant que communicant parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça qui manque. Parce que tu t'es tellement concentré que c'est seulement une seule et unique chose que l'autre chose qui pivote autour de la barre verticale, tu l'as ignorée. Alors, pour avoir un profil qui se vend sur le marché aujourd'hui, il ne faut pas que seulement être seulement focus sur une seule et unique chose. Il faut être un spécialiste d'un domaine qui aussi combine certaines autres soft skills qui viennent se rajouter à cette barre verticale qui construit la base de l'employabilité de cette personne ou la base de la création des opportunités pour cette personne-là. Si on n'a pas cela, à un moment donné, on s'isole ou parfois même on reste sans emploi. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, le profil est... Allô? Quelqu'un voudrait parler, dire quelque chose? Non, je crois Donc, pas. vous n'avez pas besoin d'une expertise pointue, d'accord? Trop, trop pointue. Et quand je dis trop, trop, franchement, uniquement qu'une seule et unique chose pour être crédible, mais aussi de la capacité à collaborer et comprendre d'autres domaines aussi pourquoi pas, pour créer de l'impact, mais aussi être quelqu'un qui peut avoir ces opportunités-là. Jusqu'ici, c'est bon? Alors, construire un profil compétitif également, c'est de savoir comment est-ce que vous vous alignez clairement votre proposition de valeur unique que vous venez tout de suite là de formuler. D'accord? Comment est-ce que je peux l'aligner avec les besoins du marché? Maintenant, il est temps de construire la vitrine qui va montrer cette valeur au monde. Parce qu'on est en train, on a quitté de là où on a construit le marché, on a compris comment le marché fonctionne, on a compris également quel est le profil, comment il faut construire mon profil. Et là, on a également construit ce que c'est un MVP, plutôt notre proposition de valeur unique. Et là, il est question pour nous maintenant de l'envoyer vers le marché afin de le positionner. Un bon positionnement ne sert à rien s'il n'est pas visible, comme on l'a dit à l'entame. La construction de votre profil est la passerelle entre votre valeur interne et votre valeur de marché. Et c'est ce qui constitue pour vous votre valeur perçue sur le marché. C'est-à-dire ce qu'on constate de votre profil lorsqu'on en parle ou lorsqu'on tombe sur votre profil LinkedIn, on se dit, ah écoute, la personne-là est plus investie dans tel domaine. Je connais qu'il a de l'expertise dans tel. La preuve en est que tel a été effectué ou tel autre projet a été déployé en son mandat. Et donc, il nous faut commencer à faire tout de suite maintenant ce qu'on sait, on appelle le personal branding. Et effectivement, il faut aussi mettre les garde-fous, n'est-ce pas? Il faut mettre des garde-fous pour certains, pour ne pas dire, écoutez, le personal branding, il est question d'employer des termes, je ne sais pas, des gros mots, des jargons qui n'ont forcément pas à refléter ce que nous sommes.
En réalité, apporter de la visibilité sur soi, ce n'est pas parce qu'on sait crier plus que tout le monde qu'on va nous écouter. Il y a ces personnes ont plus tendance à parler plus fort que d'autres, mais d'autres qui parlent plus lentement et plus sûrement que l'autre, on les écoute. La preuve en est que Orange, je ne sais pas si ça existe encore au Togo ou pas, mais il y a une société téléphonique qu'on appelle Orange, qui est en Guinée, qui est dans tout ce qui est transactions monétaires, qu'on appelle Orange Money. Donc, il y a une autre société guinéenne qui a vu jour il y a environ, je crois, 4 mois ou 5 mois de cela. Cette société-là avait fait tellement de publicité un peu partout, de publicité physique, rapprochée, sur ligne et tout ça, en ligne, je voulais dire. Mais en réalité, la société n'a même pas fait quelque chose de 3 mois avant que c'était encore. Donc, Orange, lorsque ceux-là sont arrivés, Orange n'a presque rien fait en termes de publicité. Rien du tout. Ils n'ont engagé aucun fonds. Donc, ce qui veut dire que parfois, même si on sait ce qu'on veut, on sait crier plus que tout le monde, cela ne veut pas dire que ceux à qui on parle nous écoutent réellement, ou ils sont en train de comprendre ce qu'on est en train de leur dire. Donc, le personal branding en termes de garde-fou, retenons ensemble que ce n'est pas celui qui crie plus que tout le monde qu'on écoutera forcément. Mais c'est celui qui dit aux autres ce qu'il a envie d'entendre, c'est ce qui fera qu'on l'écoute. Alors pour le faire, il faut trois piliers sur lesquels il faut être focus. La première des choses, c'est de l'authenticité. Restez fidèle à ce que vous êtes. Restez fidèle à ce que nous sommes. Restons fidèles plutôt à ce que nous sommes et restons fidèles à ce que nous voulons apporter sur le marché. Je vous assure, que vous soyez dans l'entrepreneuriat, que vous soyez dans le monde professionnel, à un moment donné, il y a ces choses qui vont arriver au travail, au cours de votre carrière, qui vous donneront tendance à vouloir dire, écoute, et si j'arrêtais tout ça et je passais à autre chose même? Ce n'est pas forcément parce que c'est compliqué que je dois arrêter. Parce que parfois aussi, c'est très important de pivoter, mais c'est seulement lorsque je sais que je pivote pour une bonne raison et pour un marché qui est vraiment réaliste et scalable. Alors, il est très important de rester très authentique. Même s'il est question de communiquer sur soi, mais communiquons que de la vérité sur nous. Communiquons que ce que nous savons faire. Et pourquoi pas aussi être ouvert sur ce que nous ne savons pas faire. Parfois, on peut vous demander, ah, écoute, voilà, on m'a recommandé ton profil, j'ai eu ton numéro avec tel, tel, tel. C'est comme ce que viennent de faire nos deux webinaires. Alors, moi, je me demandais, est-ce que, oui, c'est vrai que je sais faire tel, 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 mais en réalité, je suis ouvert à ce que tu me dises réellement, ce que tu recherches derrière tel. Pour ce que vous ne savez pas faire, ne dites pas forcément aux gens, je ne sais pas faire. Dire parfois, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire non aussi, c'est une réponse, mais ce n'est pas une réponse satisfaisante. D'accord? Lorsqu'on est en monde d'emploi, en monde professionnel, pour résumer les deux, il est très important de dire aux gens parfois que oui, voilà ce que je sais faire, mais en réalité, je suis très ouvert à apprendre ceci et cela. Donc, rester authentique ne veut pas dire forcément rester que dans ce que nous avons fait, mais pourquoi pas être ouvert à ce qui peut être de la tendance. Parce qu'on a dit depuis longtemps qu'il faut aussi savoir s'adapter au marché sur lequel nous voulons nous investir. Alors, ne jouez pas un rôle, mais soyez votre véritable valeur et votre expertise unique. Et en termes de cela, pour être authentique également, il faut être cohérent avec votre message. Il ne faudrait pas que je parte dire sur Internet que j'aide les soudeurs à avoir tel et tel gadget, alors que je suis en réalité en train d'aider les maçons. Ce n'est pas cohérent en fait. Ce n'est pas bien qu'aujourd'hui je sois en train de parler de l'entrepreneuriat, et que tous mes messages soient liés à l'entrepreneuriat et que quelque part là-bas, je crée un autre compte personnel où je ne parle que de la politique. Ce n'est pas lié. Et peut-être même pour vous faire une petite confidence. Par exemple, pour nous de l'écosystème guinéen ici, tous les managers, lorsqu'il y a une tendance, que ce soit dans le pays ou que ce soit dans la sous-région, ou que ce soit mondialement, lorsqu'il y a une tension qui monte, surtout quand c'est politique, on interpelle tous les acteurs pour leur dire que ne vous prononcez pas sur la chose. On n'est pas des politiciens, on est plutôt des acteurs de développement. Les politiques, ils n'ont qu'à gérer la politique. Nous, on ne gérera que ce qui est des MPME et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est effectivement cela. Cela fait que vous restez authentique, non seulement, mais vous restez cohérent avec ce que vous dites. Parce que ce qui est aussi mal dans ces tendances comme ça est que aujourd'hui, Armand soit président du Togo, je le souhaite en tout cas, Armand soit président du Togo et que je m'aligne avec lui, je l'expose tellement que demain, quand il quitte, j'ai du mal à venir collaborer avec d'autres personnes. Donc,
Cela veut dire que si je suis dans l'entrepreneuriat, mieux vaut être cohérent avec ce qui est en entrepreneuriat. Si je suis dans la politique, rester dans la politique. Et donc, cela s'impose également sur notre profil. Si je veux vendre un profil responsable, un profil professionnel, un profil vraiment qui répond aux critères de professionnalisme, je dois que seulement refléter le côté professionnalisme. Cela va de soi, que ce soit ma façon de parler, que ce soit ma façon de m'habiller, que ce soit mes collaborations, que ce soit les lieux où on peut me retrouver, que ce soit parfois même les publications que je peux faire en ligne, peut montrer parfois est-ce que je suis quelqu'un de sérieux ou pas. Donc, rester cohérent est quelque chose de très, très, très important avec ce que nous avons construit comme valeur au départ. Et chacun d'entre vous vient de construire sa valeur intrinsèque qu'il veut mettre sur le marché. Restez fidèle à cette valeur-là et ne vous alignez qu'à seulement à cette valeur. Lorsque quelque chose vous heurte qui n'est pas forcément en lien avec cela, peut-être que vous pouvez donner un commentaire sur un avis quelque part là-bas, mais ne prenez pas le devant sur ce qui n'est pas forcément aligné avec votre authenticité. Et cela va de soi aussi en lien avec votre CV. Parfois, il est très important de remarquer qu'il y a ces personnes qui peuvent mettre dans certains CV ce qu'ils n'ont pas eu forcément à accomplir comme tâche. Ne soyez pas quelqu'un qui va se mettre les cordes au cou, en fait. C'est pas parce que je n'ai pas d'expérience qu'on ne peut pas m'employer. Quelque part, il y a toujours une première fois pour quelqu'un. Si lui n'est pas prêt aujourd'hui à prendre le risque pour mettre ci, ça pour la table pour que je fasse tel et tel, il est important que je passe à quelqu'un d'autre. Et il est très important aussi que je situe où est ma cible pour pouvoir ici exécuter correctement cette cohérence-là et que lorsque je demande que je ne sois pas tout le temps refusé. Et cela va de soi également, que ce soit de votre CV, votre compte LinkedIn et vos interactions sur Internet et aussi vos interactions dans la vie courante. Soyez fidèle à ce que vous êtes au fond de vous et ne soyez pas en train de dire ah, Armand aujourd'hui est chef projet et vu que je suis assistant, je veux vraiment que j'ai une position dans ses faveurs. Donc, je me transforme en larbin, je me plie en quatre pattes pour aller, je ne sais pas, parler du mal de Manuela quelque part là-bas pour que j'ai des grâces. Ce n'est pas quelque chose de cohérent avec la proportion de valeur que vous apportez à l'entreprise ou à l'écosystème. Donc, il est très important de rester fidèle à ce que nous sommes, peu importe les circonstances, et de savoir aussi s'adapter selon certaines réalités. Donc, et également, il faut essayer d'apporter au maximum près la visibilité sur ce que nous apportons en termes d'expertise de façon publique. Ne cachez pas ce que vous faites. N'ayez pas peur qu'on vous juge. N'ayez pas peur qu'on vous dise que, ah, moi, ce que tu es en train de faire là, les jeunes en Chine là-bas, et ils ont déjà dépassé cela. C'est parce que je suis en train de le faire que tu es parvenu au minimum à comparer. Et si elle n'avait pas, tu allais juste dire que en Chine, les jeunes sont en train de le faire. Mais si je suis en train de le faire, que tu es en train de le comparer, ce qui veut dire que j'ai déjà un début. Et comme on aime le dire chez nous les chouchous, une ethnie guinéenne, on dit souvent que l'arbre qu'on lapide, c'est parce que l'arbre là a forcément des fruits. Si vous n'avez pas quelque chose à offrir, franchement, les gens s'en foutent de ce que vous êtes. Et regardez les arbres qu'on a au quotidien et les arbres qui portent des fruits. Généralement, les enfants ont des cailloux à lapider ces arbres-là plutôt que de lapider les arbres qui n'ont pas quelque chose à offrir. Donc, ayez ce courage-là de montrer à la face du monde ce que vous faites, peu importe la petitesse. De toute façon, il y a toujours un début quelque part. Et n'allez jamais être, disons, à la finalité de quelqu'un lorsque vous êtes au départ. Vous n'allez pas être à votre première expérience et que vous soyez au même résultat forcément de quelqu'un qui a 10 années d'expérience. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est contestable, constatable, je m'excuse, mais il faut admettre que c'est très important d'apporter de la lumière sur ce que nous faisons. Si nous ne nous valorisons pas, qui va le faire à notre place? C'est la question que je vous pose. Alors, il est important que chacun d'entre nous ait un profil LinkedIn. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, je me demande si vous savez au minimum, chacun d'entre nous sait ce que c'est. Aussi, ça ne l'est pas. Je sais que Armand pourra nous partager deux ou trois mots en attendant que j'avance dans le chat là-bas, histoire de dire à ceux qui ne le savent pas ce que c'est le LinkedIn. Le LinkedIn, après tout, c'est un espace collaboratif ou un outil comme Facebook, comme WhatsApp, comme X et plusieurs autres plateformes comme ceci. Mais lui, il est plus focus sur ce qui est emploi et monde professionnel pour ne pas être trop long dans la définition. Voilà ce que c'est. C'est une plateforme où il y a l'offre et la demande en termes d'employabilité, mais aussi il y a des partages d'expériences et des partages de méthodes, d'approches et de paradigmes. Donc, c'est carrément un espace de collaboration professionnelle. Et donc,
il vous faut aussi avoir un profil LinkedIn pour que ceux qui sont dans le monde de l'emploi ou que ce soit dans votre secteur ou dans un autre secteur, qu'ils puissent remarquer que quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Parce que les gens qui sont plus dans les bureaux, les gens qui sont plus occupés dans plusieurs projets, qui voyagent en mission et ça et là, on peut le temps de venir sur Facebook chercher un profil de quelqu'un, hein. Mais ils ont plus tendance, par exemple, à venir sur Facebook pour regarder des blagues, pour regarder sur TikTok des comédies et autres pour juste se relaxer. S'ils veulent faire du sérieux et montrent que c'est pour chercher même une opportunité ou offrir une opportunité, c'est sur LinkedIn que ça se passe. Alors, comment ça se fait qu'on peut se positionner si on n'arrive pas à positionner notre profil LinkedIn, notre profil sur LinkedIn? Donc, il nous faut l'imposer. Et pour cela, il nous faut aussi 4 blocs qu'il faut respecter pour que nous ayons un profil LinkedIn qu'on peut dire que aucun recruteur, aucune personne qui offre une opportunité ou qui a une opportunité ne puisse passer sans que cette personne-là ne s'adresse à notre profil. La première des choses, il nous faut une photo professionnelle, pas des photos que les filles prennent de côté. Je m'excuse pour les filles qui sont dans le call. Pas les profils photos qu'on prenne de côté, où on sourit, où on fait, je ne sais pas, ça et là, mais des photos professionnelles, des photos responsables, des photos de haute qualité regardant l'objectif, pas des photos où on fait des manières. Est-ce que jusqu'ici on me reçoit, s'il vous plaît? Oui, oui, on Allô? Oui, reçoit. totalement, totalement. Top, top. Alors, il nous faut avoir une photo professionnelle, une photo responsable et très sérieuse. Évitez les photos de vacances ou les selfies que vous faites vous-même. Il n'y a pas plus tard, sur le projet sur lequel j'étais tout récemment, parce que je travaillais avec 2 structures conjointement pour un seul projet. Et il y avait parmi l'une de ces 2 structures, le manager, un des managers qui était très, très ouvert. Et donc, il y a de ces fois sur leur page professionnelle de l'entreprise, il y a de ces photos que, par exemple, quand lui, il faisait des missions à l'extérieur ou quelque chose de comme ça, il prenait des photos selfies qu'ils envoyaient à leur responsable communication. Et celui-là postait ces photos-là sur la page pour communiquer de façon très sérieuse. Une de ces fois, je l'ai interpellé, j'ai fait une capture, je l'ai envoyé. J'ai dit, ça, ce n'est pas quelque chose qui est professionnel. Tu es mon manager, tu es au-dessus de moi, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui reflète réellement les valeurs d'une entreprise et la valeur perçue que l'auditoire devrait remarquer de cette entreprise. Alors, évitez des photos de selfie sur les photos, sur les comptes trop professionnels ou très responsables. Et Dieu merci, c'était une personne très ouverte. Et la personne a constaté l'erreur et tout de suite, il a interpellé ceux de la chose, de la communication. Il a rectifié le tir. Et ce sont des choses qui arrivent, hein, mais ce qui est le plus important pour vous est que nous ayons un côté très professionnel sur nos photos, un côté très professionnel sur tous nos profils, que ce soit peu importe les profils que nous avons, WhatsApp, quoi. Peut-être que vous remarquez que ce soit le numéro de Armand, que ce soit mon propre numéro, les photos que nous avons là-bas, ce sont des photos qui n'ont aucune manière. Pas à dire que je suis au state, pas à dire que je suis dans un grand hôtel ou quoi, on n'en a pas besoin. On veut juste qu'on ait notre tête là-bas. Point. Et je crois que c'est le plus important. Alors, sur votre profil LinkedIn, lorsque vous avez déjà créé votre compte et que la photo elle est visible, responsable et respectueuse, il faut également éviter de mettre juste votre poste actuel. Par exemple, pour les étudiants sortants, tu crées ta photo, le nom. Là où on t'a demandé de mettre le poste, tu mets étudiant ou tu mets juste manager. Ce n'est vraiment pas percutant. Les gens vont se demander étudiant en quoi, étudiant dans ça. Ok, il est étudiant dans ça, mais j'ai aussi une nièce qui étudie dans ça. Mais après, qu'est-ce qui fait la différence entre lui et l'autre? Donc, il est important de plutôt mettre à la place du poste ce que vous apportez sur le marché. D'accord? Votre proposition de valeur que vous venez tout de suite là de formuler, mettez-le à la place de votre poste. Par exemple, Armand, tant, j'aide les temps à faire tant. Je vous assure, peu importe la personne, peu importe le profil de la personne, senior ou junior, peu importe que ce soit un débutant ou pas, dès qu'on me voit, on sait au moins ce que tu es en train de faire. Et c'est pourquoi il est important d'éviter le jargon, éviter les termes complexes et éviter aussi que ce soit un paragraphe qu'il faut partager. Juste quelque chose de concis, précis et très engageant. Donc, ce que vous faites. Et aussi apporter un petit résumé en termes d'histoire, de manière narrative, ce que vous apportez. Et également, maintenant, vous mettez un focus sur vos expériences. Donc, le LinkedIn est aussi votre CV permanent de votre
plateforme de réseautage principale. Votre titre et votre résumé doivent être immédiatement, doivent répondre immédiatement à la question du recruteur, ce que la personne là peut nous apporter. Donc, ça, c'est une façon pour nous de dire, je suis en train de positionner mon profil à ce niveau. Je ne sais pas si jusqu'ici, on arrive à comprendre au moins ce qu'on est en train de construire. Parce que tout est, en fait, tout dépend, l'un dépend de l'autre, de part jusqu'à ce que nous finissons ce webinaire. Donc, il est important également, à part votre profil LinkedIn, parce qu'il faut là créer des réseaux avant qu'on connaisse qui vous êtes, il faut aussi à un moment donné poser un CV responsable devant quelqu'un. Parce que les CV, c'est comme si c'était une copie d'examen. Tu n'es pas là, c'est la copie qui parle à ta place. C'est la copie qui dit quel type d'élève ou quel type de candidat tu es. Donc, les CV, à l'ancien, on avait l'habitude de faire l'erreur de dire « je suis gestionnaire des ventes B2B ». En termes de liste des personnalités, responsabilités, on met plutôt gestion des ventes B2B, création des campagnes publicitaires, suivi des clients, par exemple. Ça, ce ne sont que des missions à accomplir. Mais la bonne formule est que vous mettiez à la place de ces tâches-là ou ces missions-là, vous dites plutôt augmentation de chiffre d'affaires B2B de 25% en 6 mois grâce à l'implémentation d'un nouveau CRM et l'optimisation du tunnel de conversion. Je vous assure, vous mettez ça dans un CV, ça parle plus à quelqu'un qui vous recrute que par rapport à une mission B2B. Parce qu'on se demande, est-ce que la mission a été atteinte ou pas? La personne a accompli tel. OK, mais qu'est-ce que ça a changé de là où la personne vient? Et c'est ce qui fait tout de suite la différence. En 6 mois, la personne a reçu, elle a réussi à rehausser un niveau de 25% grâce à ce que la personne a fait. Vous avez vu, ça a été tellement précis qu'on n'a pas besoin de trop se poser la question. Et voilà comment est-ce que, à travers aussi votre CV, vous pouvez aussi vous positionner et avoir plus d'opportunités que d'autres personnes. Donc, votre CV ne doit pas dire ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Il doit dire ce que vous avez accompli et quel est cet impact que vous avez créé. Quel est le chiffre que vous avez fait, à des pourcentages près que vous avez fait et des résultats tangibles qui peuvent être constatés. Donc, il y a également une étude de cas qu'on peut constater, d'accord, le l'avant et l'après de la puissance de la reformulation. Aujourd'hui, on a l'IA, comme on a discuté en avant. N'hésitez pas effectivement de donner certaines tâches ou certaines missions que vous donnez, que vous avez exécutées et que vous savez que vous avez eu à avoir tel comme résultat. N'hésitez pas de les ajouter directement sur votre mission et vous le donnez à une IA, pourvu que ça reformule et que ça donne une bonne formulation. Parce qu'on sait à un moment donné que ce n'est pas du mensonge. L'autre problème que nous, les Africains, surtout de la sous-région francophone, nous avons, surtout avec cette invention IA, on a aujourd'hui la tendance à toujours ne pas admettre que nous utilisons de l'IA dans notre travail, alors que c'est quelque chose qu'il faut ouvertement le dire. Le problème n'est pas parce que vous l'utilisez. Le problème est que c'est deux volets. Est-ce que vous l'utilisez juste pour que ça vous remplace? Parce que si ça fait le travail à 100% à votre place, alors là, il y a un problème. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet est que, est-ce que vous l'utilisez absolument pas? Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à mettre de l'argent en la compétence de quelqu'un pour exécuter une tâche en une semaine, ce que la personne pouvait faire en 2 jours. Donc, le problème n'est pas que vous utilisez l'IA, le problème est que est-ce que vous savez utiliser l'IA? Si vous savez utiliser l'IA, n'hésitez pas de le mettre dans votre CV. Je vous assure, une des blanches dont je vous parle dans cette institution m'a posé la même question lors de cet entretien-là, de savoir, est-ce que, M. Souma, vous utilisez l'IA aujourd'hui? J'ai dit, effectivement, j'utilise l'IA dans mes tâches. Et on me demande à combien de pourcents vous l'utilisez. Alors là, c'est là la question se posait. Parce qu'à ce moment-là, on voulait mesurer, est-ce que l'IA fait tout mon boulot à ma place ou bien c'est moi qui suis en train de le faire et que l'IA est en train de m'assister. Alors tout de suite, je les ai dit, à 30%, je suis en train de travailler avec l'IA. Mais la plupart du temps, je suis en train de faire les travaux moi-même. C'est peut-être pour la reformulation, pour la mise en forme et aussi pour être très professionnel et aussi apporter certaines icônes et tout ça que je donne à l'IA d'exécuter cela pour moi. Mais le travail de fond, je m'assois, je le fais concrètement. Et voilà ce qu'il faut vendre aux gens en fait. Donc, l'avant, par exemple, si vous étiez un responsable marketing digital, après, il est question de dire je suis un growth manager. La création de campagnes publicitaires, pilotage de l'acquisition client via Meta Ads, d'accord, avec un retour on investment
3 fois en 4 mois. Donc, ce qui veut dire qu'à travers l'acquisition, le pilotage et l'acquisition des clients à travers le Meta Business, celui qui a fait cette mission-là a fait qu'il y ait eu un retour sur investissement 3 fois. C'est-à-dire, à chaque 1 centime qu'on a mis, on a récupéré 3 centimes à la place pendant seulement qu'en 4 mois d'exécution. Ça parle à quelqu'un à qui vous allez déposer votre CV en face de lui. Donc, développer sa visibilité professionnelle, cela peut partir de la production des contenus, mais aussi cela fait partie des réseautages. Ayez cette aisance-là de parfois créer des contenus autour de ce que vous faites, surtout par exemple sur LinkedIn et plutôt sur TikTok. Parfois, créer des contenus TikTok, pas seulement pour aller danser. Parfois, créer des contenus autour de votre travail et partagez-le. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la plupart des professionnels que nous sommes aujourd'hui, quand on veut relaxer, on part sur TikTok pour relaxer un peu. Et ça fait que là où les gens partent se reposer, toi, ton profil se repose là-bas aussi en train de les attendre. D'accord? Donc, il est très important de refléter toujours quelque chose de bien de votre profil. Et effectivement, créer aussi des cadres de réseautage avec lesquels vous allez avoir de plusieurs contacts et aussi on va connaître qui est cette personne et qu'est-ce que cette personne-là est en train de faire. Ça peut être dans des foires, ça peut être dans des formations, ça peut être dans des webinaires, ça peut être dans des panels, ça peut être lors des masterclass, peu importe les circonstances. Ça peut être aussi des formations juste de courte durée en ligne. D'accord? Créez toujours ce cadre-là de pouvoir vous entretenir avec de nouvelles personnes et de pouvoir leur dire, voilà ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai bien aimé l'intervention du jeune qui travaille avec les soudeurs tout à l'heure, quand il disait à l'autre, ah, moi, je fais tel et j'ai déjà fait tel et moi, j'aimerais bien qu'on soit en contact. Vous avez vu, avant qu'il ne vienne dans ce webinaire aujourd'hui, il ne savait pas qu'il allait rencontrer la jeune dame. Mais aujourd'hui, à travers ce webinaire, il a créé un cadre de réseautage. Et c'est effectivement ces choses-là qu'il faut pour que nos profils voyagent une fois de plus encore. Et à travers ce que lui, il fait aujourd'hui au Togo là-bas, moi, je suis en Guinée ici, je suis aujourd'hui au courant de ce qu'il propose. Et si par hasard, aujourd'hui, une de mes missions m'a envoyé au Togo, je sais au moins qu'il existe là-bas. Si je n'ai pas son contact, je peux passer par Armand pour l'avoir. Voilà ce qu'il faut créer. Des opportunités pour que votre profil soit remarqué, votre profil soit retenu, votre profil soit quelque chose qui ne passe pas inaperçu. Et cela ne va pas dire qu'il faut justement être quelqu'un qui est un vantard, parfois il part, il faut se jeter des fleurs et tout. Ce n'est pas forcément ça comme reflet. Mais en réalité, il est très important de vendre son profil de façon très positive, de façon très subtile, mais de façon concrète et précise. Donc, créer des opportunités, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes. Donc, il y a également les résultats stratégiques de networking dont je viens de parler. D'accord? Donc, on va survoler. Donc, il y a la méthode des cercles concentriques. D'accord? Il y a le cercle intérieur, c'est-à-dire ceux qui sont plus proches de vous. D'accord? Ça peut être des amis au travail. Ça peut être des amis de profession, de promotion. Ça peut être des gens, en tout cas, qui sont très, très proches de vous, avec lesquels vous pouvez parler de travail. Essayez toujours de les associer parfois à ce que vous faites. C'est vrai que l'Afrique a des mystères, d'accord? Ceux qui sont les plus proches de nous sont ceux qui créent plus de problèmes. Mais en réalité, il y a toujours dans notre entourage proche des gens qui sont positifs. D'accord? Donc, contacter ces personnes-là parfois, les partager nos opportunités, nous partager nos contraintes, leur partager aussi nos progrès, ça nous permet aussi d'élargir plus. Parce que celui qui te connaît plus a plus la tendance à te défendre, même en ton absence, que celui qui ne te connaît jamais. Donc, il y a aussi un cercle intermédiaire, ça peut être des collègues au travail. Et aussi, il faut les en parler de temps en temps, sans être quelqu'un qui se jette des fleurs. Et aussi, il y a le cercle extérieur, des personnes que vous n'avez jamais connues, comme ils l'ont fait tout de suite, ceux qui voulaient échanger les numéros. Ça vous permet aussi de vous positionner dans l'écosystème. Donc, pour le faire, il y a trois approches qu'il faut mettre en place. Il faut cibler précisément. Et ce sont les personnes-là qui t'intéressent le plus. D'accord? Que ce soit des recruteurs, des managers, des fondateurs. Mais en tout cas, il faut que tu te dises, mon profil que je suis en train de vendre là, qui est susceptible de l'acheter? Et ce sont à ceux-là qu'il faut t'intéresser et que tu cherches à les contacter. Il faut toujours personnaliser vos interactions avec les gens. Il ne faut pas forcément répéter la même chose que j'ai dit à Armand, que je vais dire à M. Souma. Je vous donne un exemple. Je suis en train de vendre une montre, par exemple, je ne sais pas, peu importe la marque, d'accord?
Je suis en train de vendre une montre et je sais que le pauvre et le riche n'ont pas la même perception de la chose. Le pauvre, lui, il va acheter un luxe pourvu qu'on se dise, ah, il est puissant. Si tu vois, il a acheté une montre de 1 million de CFA, c'est qu'il a les moyens de souffrir tel ou tel. Donc, ça, c'est une perception qu'il veut créer dans la tête des gens. D'accord? Mais un pauvre ne va pas forcément acheter cette même montre-là dans le sens de dire que, voilà. Il a ses propres raisons, en fait. Lui peut te dire, par exemple, moi, j'ai besoin de garantie. Que ce soit quelque chose qui me donne de bling-bling ou pas, mais moi, je cherche de la garantie pour ne pas être obligé d'acheter de là à chaque fois. Donc, même si c'est la même montre, il est question pour toi de vendre non seulement parce que c'est beau, parce que c'est classe, mais aussi il faut lui mettre en avant ce que c'est la garantie, parce que c'est ce qu'il recherche. Alors, c'est la même chose aussi lorsqu'on est en train de vendre notre profil. Essayons de toujours personnaliser nos interactions, peu importe les personnes. Et soyez très concis. Pas quelqu'un qui est en train de raconter toute sa vie, en train de raconter tout son CV, en train de raconter de primaire jusqu'à l'université tout ce qu'il a fait, mais de façon très licite, de façon très courte, claire et concise. Comment est-ce que vous pouvez aider telle ou telle personne à faire telle ou telle chose? Donc, maîtriser également les entretiens. Tout ceci-là sont en train de, je vous parle de tout ceci pourvu que le profil que vous avez arrive à se, voilà, à se remarquer, à se faire remarquer, à se démarquer et à se mettre au-dessus des autres profils. Donc, tous ces soft skills-là sont en quelque sorte des astuces qu'il faut remarquer. D'accord? Donc, maîtriser l'entretien, des storytelling qu'on peut faire. Le changement de paradigme. L'entretien n'est pas une preuve. Par exemple, si on a voilà, on a un entretien à passer. L'entretien n'est pas une preuve de force ou un test de connaissance pour savoir est-ce que. En réalité, même si vous avez postulé à un poste, par exemple, et que vous avez déjà été présélectionné, ce qui veut dire que l'entreprise se dit que vous avez les compétences nécessaires pour accomplir telle chose. Ils vont passer un test pour avoir la certitude et vous font un entretien juste pour qu'ils concrétisent ou ils se disent, ah voilà, depuis au départ, ce que j'avais, voilà que le test écrit me confirme parce qu'il vient de le dire lui-même. Et avec cette aisance-là, vous arrivez à convaincre les gens facilement. Donc, ne vous mettez jamais dans une position de dire que je viens pour qu'on me teste encore en entretien. L'entretien, c'est juste une conversion très stratégique et que vous devrez mettre en avant ce que dont les gens là, ils recherchent, pas forcément tout ce que vous avez fait dans votre vie. Donc, le narrateur de sa carrière, par exemple, vous devez, vous devez devenir le narrateur de votre propre carrière. Ne laissez pas le recruteur devenir votre valeur à travers les CV fragmentés. Donc, essayez de toujours mettre en avant de façon très concise ce que cette personne-là cherche. Et pour ce faire, il y a aussi, toujours pour créer des opportunités, on a la méthode STAR avec des questions comportementales qu'il faut aussi observer. Et ça se fait à 4 blocs. Il faut toujours créer une situation. D'accord? Lorsqu'on vous pose une question, parfois, avant même que vous ne répondiez à la question, rassurez-vous que est-ce que la méthode STAR se retrouvera dans la réponse que je vais donner. Par exemple, la situation. La question qu'on vous pose est toujours en lien avec une situation que vous avez forcément vécue ou que vous allez forcément vivre. D'accord? Donc, il faut créer la situation, le contexte dans lequel vous devez répondre à cette question ou le contexte dans lequel cette réponse-là se situe par rapport à une situation que vous avez déjà vécue ou qu'il vous demande est-ce que si vous viviez ça à l'approche, à l'avenir, comment est-ce que ça va se passer. Donc, mettez toujours en avant la situation en avant pour que vous soyez en train de partir sur la bonne base de la compréhension du contexte de la chose. Ensuite, maintenant, la tâche que vous avez faite en tant que personne, par exemple, dans tel projet où j'étais tel, ça c'est une situation. La tâche vient, ça suit pour dire que, ah, dans tel contexte, voilà ce que lui, il a fait, ce que vous avez apporté. Quel était votre rôle exact dans cette situation? Et l'action que vous avez mis. Détaillez les actions spécifiques que vous avez entreprises pour résoudre le problème de telle situation. Et lorsque vous avez mis ces actions-là en avant, je m'excuse, les résultats qui ont été observables par rapport à cette situation, c'est ce qu'il faut mettre en avant en face de quelqu'un qui cherche à faire une opportunité avant vous, avec vous. Parce que cette fois-ci, il a la sûreté que à telle situation de telle catégorie, cette personne a fait telle action et c'est ce qui a conduit à telle situation ou à tel résultat. Cela le rassure davantage. Donc, transformer les apprentissages également en résultats. Les dernières phases consistent à transformer tout cela en un système qui fonctionne de manière autonome et continue. Comme je l'ai dit à l'entame, l'IA peut nous aider aujourd'hui à faire plusieurs résultats
plus haut, à accélérer notre carrière, je m'excuse, à travers le résultat qu'on peut faire. On peut aussi reformuler notre CV et notre profil LinkedIn, Internet, CV et tout ce qui va avec. On peut aussi veiller à la préparation. D'accord? Il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui peuvent nous aider aujourd'hui à passer un entretien virtuel avec eux, avant même de partir faire un entretien concret avec une personne réelle. Donc, n'hésitez pas aussi de les utiliser. Je m'excuse. Donc, il est important également d'élaborer un plan d'action concret, la méthode SMART. D'accord? Ce qui est spécifique, ce que vous faites de façon très claire, très ciblée et de façon très précise. D'accord? Exemple, cibler un secteur très précis. Ce qui est mesurable, quantifiable avec des métriques, c'est-à-dire des chiffres. Exemple, un nombre de contacts. D'accord? Et c'est aussi ce qui est atteignable, réaliste, compte tenu de vos ressources. D'accord? Il y a également ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qui est réaliste, ce qui peut être aligné avec vos objectifs de carrière globaux. Et c'est pourquoi on a dit à l'entame qu'il ne faut pas forcément faire tout ce qui se passe, mais faire aussi ce que nous aimons. Parce que si ça ne s'aligne pas avec tes valeurs et aussi ta vision de carrière, il va s'en dire que tu vas t'ennuyer dans ce travail et de plus en plus, chaque matin, tu as du mal à te donner une bonne raison de partir faire ce travail-là. Et de façon temporelle aussi, vous devez vous donner un objectif. D'ici l'horizon 2030, je dois toucher au minimum 5 000 jeunes en Afrique, par exemple. Ça, c'est un objectif que moi, je me suis donné, par exemple, en 2025. 5 000 jeunes à toucher en Afrique francophone d'ici l'horizon 2030. D'accord? Donc, donnez-vous un objectif et à partir du moment que vous donnez un objectif temporel, je vous assure que le rêve devient quelque chose d'opérationnel. Ça ne se limite pas que seulement dans un rêve parce que vous avez un délai à respecter et ça vous poussera à vous exécuter. D'accord? Donc, il y a également un exemple concret. Je vais faire du networking et trouver un emploi en marketing digital. Ça, c'est un objectif vague. D'accord? L'objectif SMART, vous devrez la repérer ici, plutôt la formuler ici. Ça, c'est ce que vous souhaitez faire. Ce n'est qu'un rêve. D'accord? Ce n'est qu'un rêve que vous êtes en train de nourrir. Mais pour que ce rêve-là se concrétise, utilisez la méthode SMART pour que vous transformez ce rêve-là en quelque chose d'opérationnel, un plan d'action qui transforme l'ambition en exécution. Et c'est ce qui fait que plus vous actionnez vous-même, plus les gens remarqueront ce que vous faites. Donc, je vous ai construit également... D'accord, Armand, il n'y a pas de souci. Je vous ai également préparé un roadmap de 30, 60 et 90 jours de comment est-ce que vous allez passer votre profil d'un point A à un point B. Donc, il y a également d'autres soft skills que je vous ai également préparés, les outils clés pour le succès et tout ça. Donc, on est pris par le temps, mais on vous partagera également ce contenu. Je sais qu'on est presque à 5 slides seulement pour terminer. D'accord? Normalement, même 3 slides. Armand, je vois ton message. Vas-y. Donc, on termine rapidement et puis on passe aux questions-réponses. Les outils clés pour le succès, d'accord? Il y a également votre signature parfois qu'il faut imposer sur ce que vous faites pour qui le résultat unique que vous apportez. Le fondement de votre profil et de votre CV. La méthode SMART vous aidera à décrire la situation, à apporter la visibilité sur la tâche que vous avez fait à travers une action et le résultat qui a été observé. Les outils SMART aussi vous aideront à être très focus sur quelque chose de spécifique, mesurable, atteignable et réaliste dans un temps record. Les cercles concentriques intérieurs, extérieurs et intermédiaires vous aideront à créer plus de cadres de travail, prioriser votre résultat et maximiser vos chances d'obtenir des recommandations à chaud. Donc, ces cadres-là vous permettront également à plus encore vendre votre profil et que votre profil soit plus en plus connu par les gens. Donc, la promesse tenue aujourd'hui, normalement, enfin, je l'espère, d'accord, c'est de l'invisible au stratégique. Avant, si vous avez un profil d'un candidat invisible sur le marché, normalement, à la sortie de ce webinaire, vous devez pouvoir être capable aujourd'hui de savoir comment est-ce que je deviens professionnellement stratégique et visible. Si vous avez hier un CV passif listant des tâches génériques, normalement, à travers les
contenus qu'on a eu à déployer, à partager aujourd'hui, votre profil devrait être axé sur les résultats et la valeur créée. Si hier, vos attentes de réponse à des candidatures spontanées, aujourd'hui, vous devez être à l'affût des opportunités créées et provoquées par le networking. La frustration face au marché opaque, aujourd'hui, vous devrez être en contrôle total de la trajectoire de votre carrière parce que vous allez savoir comment est-ce que vous allez anticiper les prochaines étapes. Vous n'êtes plus un chercheur d'emploi, vous êtes un solveur de problèmes. C'est ce qu'il faut se mettre dans sa tête et qui sait exactement comment vendre sa valeur sur le marché. Est-ce que jusqu'ici, je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes, mais j'aimerais bien. Je sais qu'on a un tout petit peu débordé de 4 minutes ou même de quoi, ou plus, mais je voudrais vraiment que nous arrivions à partager tout ceci et que nous arrivions à cette fin-là, pourvu que nous puissions parcourir de fond en large tous les b.a.-ba qu'il fallait prendre en compte par rapport au profil que nous avons et que nous devons vendre. J'espère que vous avez passé un très, très bon moment avec moi. En tout cas, moi, de mon côté, ça a été très bien que j'ai cette petite interaction-là avec vous qui m'a fait comprendre que vous étiez dans le bain de la chose et que la partie question-réponse nous départagera, histoire de savoir qui a compris quoi et qu'est-ce que c'est la prochaine étape. Merci et à très vite pour la partie question-réponse. Je laisse Armand reprendre la relève.